1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée d'une rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, c'est aussi des outsiders, des pilotes et des équipes qui sortent de l'ombre et brillent aux yeux de tous. Bienvenue dans l'épisode 0 de cette nouvelle saison de review. Après 1982, la saison folle, et 1986, les 4 fantastiques, j'espère que cette troisième édition vous plaira. Je vous souhaite un bon épisode. Ayrton Senna et Alain Prost, deux maîtres de la Formule 1. Deux maîtres aux caractéristiques bien différentes. D'un côté, nous avons Ayrton Senna da Silva, pilote brésilien de Sao Paulo, qui est arrivé en 84 chez Toleman et qui n'a pas tardé à montrer son talent aux yeux de tous. Après 3 podiums avec une voiture de milieu de grille, Senna est passé devant avec Lotus. Avec Peter Warr et Gérard Ducarouge, Ayrton eut l'environnement qu'il lui fallait pour progresser et remporter ses premiers succès. Comme à Monaco en 84, Senna montre à Estoril en 85 son immense talent sous la pluie, capable de mieux ressentir sa voiture et le grip que n'importe quel autre pilote de la grille et ainsi prendre l'avantage. Sitôt sa première victoire remportée, qu'Ayrton se voit attribuer un nouveau surnom, Magic. Ayrton montre également sa vitesse pure en qualification, capable d'extraire le meilleur de sa voiture et de prendre un petit peu plus de risques que ses rivaux. Battant un à un ses équipiers, Cecotto, D'Angelis, Dumfries ou Nakajima, Ayrton montre également de l'impatience. Obsédé par la victoire, mais également un pilote dur en piste. Il casse les codes et les bonbons des autres pilotes qui se plaignent de son agressivité. Après 4 saisons à apprendre, Senna part rejoindre McLaren où ses rêves de victoire et de titre pourront être exaucés. Mais il se retrouve directement confronté à l'autre meilleur pilote de la grille, Alain Prost. Alain est arrivé en 80. Brillant par sa vitesse et son impatience, il dut ronger son frein plusieurs années. Débarquant chez Renault en 81, les rêves de succès tricolore étaient grands. Mais malgré sa vitesse et sa hargne, la mayonnaise n'a jamais pris. Jouant les titres en 82 et 83, mais passant à côté à cause d'une fiabilité très médiocre, ainsi que de choix discutables. Après 2 échecs, Alain claque la porte de Renault. Après 4 saisons, sa réputation était faite. Un pilote rapide, certes, mais râleur et jamais satisfait. En 84, il retrouve une équipe McLaren transformée et fait équipe avec Niki Lauda. L'Autrichien que l'on surnomme l'ordinateur donnera le déclic à Alain. Bien que le Français fût le plus rapide dans cette saison, il dut s'incliner face à l'expérience et la ruse de Lauda. L'Autrichien décrochait son 3e et dernier titre mondial, un demi-point devant le Français. Et après ce 3e échec pour la couronne mondiale, Alain se montra bon perdant face à Niki. De toute évidence, il avait compris quelque chose. Si sa vitesse était sa force durant ses premières années, Alain était transformé en 85. Toujours rapide, qui plus est au volant de la meilleure voiture, la McLaren TAC Porsche, mais faisait de son intelligence sa force principale. Ne cherchant pas à prendre à tout prix la pole position en qualification et les records du tour en course, mais cherchant à avoir la meilleure voiture sur toute la durée de l'épreuve, le pilotage le plus complet possible et ayant conscience de toutes les subtilités de son sport, faisant de lui le meilleur pilote de la grille. Qui, en plus de penser course longue, pensait championnat sur la durée. Ainsi, sa 6e saison fut la bonne. Il décroche en 85 son premier titre mondial. Mais cet exploit n'est rien face à 86, son chef-d'œuvre. McLaren s'est fait doubler par Williams, mais malgré ce déficit, Alain Prost parvient à conserver la couronne mondiale. Il est l'un des rares pilotes à avoir triomphé au championnat sans avoir la meilleure voiture. Alain s'est ainsi construit une nouvelle image, celle du professeur. En 87, l'écart était trop grand, mais McLaren préparait dans l'ombre son retour au sommet en 88. Année où Alain Prost est rejoint par Ayrton Senna. En 1988, McLaren se retrouve avec la meilleure voiture du plateau. Une voiture designée par Gordon Murray, entre autres, on l'a vu il n'y a pas longtemps, et basée sur la Brabham BT55 de 1986. Le tout avec à l'intérieur le meilleur moteur, le Honda, ainsi que les 2 meilleurs pilotes, Ayrton Senna et Alain Prost. Durant cette première saison, l'entente entre les pilotes se veut cordiale. L'un est au sommet et l'autre veut prendre sa place. La domination est quasi totale du côté de chez McLaren avec 15 victoires en 16 courses. Le Grand Prix d'Italie à Monza comme seule défaite.
Au Japon, Senna remonte toute la grille après un mauvais départ et remporte la course devant son équipier ainsi que le titre de champion du monde. En ayant marqué moins de points que Prost, nous sommes encore à l'époque où toutes les courses ne comptaient pas pour le championnat. Sur les 16 courses de 88, il n'y en avait que 11 qui étaient comptées. Mais bref, Ayrton Senna est champion du monde. Durant cette première année de collaboration, l'entente était cordiale et si les pilotes échangeaient sur tous les points techniques qui étaient nécessaires à l'équipe, le vase commençait à se remplir. Le cœur de Ron Dennis penchait peu à peu du côté du Brésilien quand ceux de chez Honda l'étaient déjà depuis leur période Lotus en 87. Senna a fédéré plus de monde qu'Alain et ainsi, le fossé s'est progressivement creusé. Pour 1989, les choses étaient différentes. Dès la deuxième course à Imola, un pacte est rompu. Un pacte de non-agression entre les deux pilotes jusqu'au premier virage. Les deux pilotes se doublent et les deux pilotes s'accusent mutuellement. Dorénavant, c'est chacun pour soi. Mais bon, il faut dire qu'Imola 89 n'est qu'un prétexte pour tout faire péter, un petit peu comme la Première Guerre mondiale. Désormais, McLaren est séparé en deux, une scission au sein même de l'équipe qui domine. Les pilotes ne se parlent pas en dehors de salles de débriefing, chacun engrange des points et se retrouve au dénouement à Suzuka. Senna est en pole position, Alain Prost est deuxième, mais le français prend un meilleur envol et il prend la tête dès le départ. S'ensuit un jeu du chat et de la souris qui va durer 47 tours. Senna se rapproche et tente de se jeter dans la dernière chicane, mais Prost lui tourne dessus et les deux pilotes se retrouvent dans l'échappatoire, moteur calé. Prost le sait, si Senna ne finit pas, il sera champion du monde. Il descend de sa voiture, mais Senna n'abandonne pas. Il demande au commissaire de le pousser pour continuer. Les hommes en orange s'activent et le moteur redémarre sous les yeux de Prost. Et pendant que Senna regagne son stand pour changer d'aileron avant, perdant au passage la tête de la course au profit d'Alessandro Nannini sur Benetton, Prost se dirige au bureau des commissaires. Le directeur de course, c'est le Belge Roland Brunserad. Et le président de la FIA ainsi que de la FISA, c'est Jean-Marie Balestre, un Français. Alain veut s'assurer qu'Ayrton Senna sera pénalisé. Mais pourquoi ? Eh bien pour deux choses. Premièrement, il a coupé la chicane en repartant, donc il ne respecte pas la distance de course. C'est très bête, d'accord? Mais de deux, plus important, il a reçu une aide extérieure pour pouvoir repartir. Il avait calé, il ne pouvait pas repartir par ses propres moyens. Alors que le règlement, il dit tu dois repartir par tes propres moyens. Et là, il a été aidé par des commissaires de piste. Ayrton se démène en piste et reprend la tête de la course à Nannini et remporte le Grand Prix. Mais sitôt descendu de sa voiture, les choses s'emballent. Ron Dennis lui apprend sa disqualification. Senna crie alors au complot. Prost est français et Balestre aussi. Bon, les deux parties donnent des arguments et Ayrton Senna est défendu par Ron Dennis qui fait appel. Toutes les tensions ressurgissent et malgré les arguments de Senna, c'est Alain Prost qui est champion du monde. Là où cette histoire pose problème, c'est la façon dont Senna a été traité par les instances. Traité comme un criminel. Balestre, qui n'a jamais fait dans la dentelle, ne manquera pas de balancer bon nombre de critiques très piquantes à l'encontre du Brésilien. Si le fait qu'il ait bénéficié d'une aide extérieure pour partir est avéré, la façon dont il a été traité est assez injuste. De ce qui ressort de cette affaire 30 ans après, c'est que Senna est celui qu'il faut défendre et Balestre est un con. Senna se retrouve avec une suspension de licence de 6 mois avec sursis et McLaren reçoit une amende de 100 000 $. Le poliste devra même rédiger une lettre d'excuse à l'intention de Balestre pour qu'il puisse courir en 90. Quant à Prost, il passe pour le mauvais perdant. Mauvais gagnant en l'occurrence. Chose qui ressort encore aujourd'hui. On en oublie presque qu'il y a eu un autre Grand Prix après le Japon. Mais après cette fin de saison terrible, l'avenir de Senna était remis en question. Sera-t-il encore en F1 en 1990? Le fait que Prost parte de chez McLaren qui est devenu pour lui invivable en 89, ça peut aider Senna à rester. Tout ça pour dire que la saison 1990 commence avec l'ombre de Suzuka 89 qui plane encore au-dessus. Entre 1986 et 1990, il s'est passé pas mal de choses. Les moteurs turbo sont passés maîtres de la fin des années 70 au milieu des années 80, dépassant pour certains les 1300 chevaux de puissance. Jamais les Formule 1 n'avaient été aussi puissantes et ça posait des problèmes de sécurité. Après le bannissement des jupes aérodynamiques, les moteurs turbo sont tombés à leur tour à la fin de l'année 88. Les moteurs atmosphériques ont progressivement fait leur retour après 86 et en 89, le 3,5 litres atmosphérique a le monopole, avec une limite maximale de 12 cylindres. En revanche, pas de limitation sur le nombre de tours minutes maximum. Côté carburant, il n'y a pas de ravitaillement, le type d'essence est libre, ainsi que la quantité des réservoirs. Et le poids minimum des voitures est de 505 kg. C'est tellement plus léger qu'aujourd'hui. Plus en détail, les arceaux de sécurité sont renforcés et les dimensions du cockpit sont revues pour permettre aux pilotes de s'extraire plus rapidement. Pour ce qui est de l'attribution des points, ça ne change pas. Les 6 premières places sont rémunératrices. 9 points pour le vainqueur, puis 6, 4, 3, 2 et 1. Sur les 16 courses que compte ce championnat du monde 90, seuls les 11 meilleurs résultats sont comptabilisés, donc 5 jokers.
Pour ce qui est du format des week-ends, il y a deux choses à préciser. Bon, la durée maximale des Grands Prix de 2 heures et la longueur est d'à peu près 305 km, mais ce n'est pas tout. L'interdiction des moteurs turbo a eu pour effet de diminuer un petit peu les coûts en Formule 1, ce qui a attiré beaucoup d'équipes. Et on se retrouve parfois avec une liste d'engagés qui dépasse les 30 voitures. Et 30, c'est la limite maximale pour le week-end. Ainsi, le vendredi matin à 8 h se tient une séance d'1 heure qui s'appelle la préqualification. Les moins bien classés du championnat 89 y sont conviés. À la mi-saison, les équipes devant passer par cette séance seront revues en fonction du classement établi à la date en question. Mais cette séance de préqualification fait débat auprès des petites équipes. Et c'est un petit peu ce que cherche à faire la FISA et la FOCA, Balestre et Ecclestone. Ils cherchent à emmerder ces petites équipes, parce que bon, pour eux, ce sont des pauvres, quoi. Ça détériore l'image de la Formule 1. C'est beau, Ferrari, McLaren, Life, Osella. Et ouais, c'est cruel. Après, vous n'êtes pas surpris, vous commencez à connaître Balestre et Ecclestone. Ensuite, le week-end peut démarrer. 1h30 d'essai libre le vendredi et le samedi matin, et 1 heure de qualification le vendredi et samedi après-midi, où le meilleur temps des deux séances est retenu. À l'issue des qualifications, seuls les 26 pilotes les plus rapides prendront part à la course. Ceux au-delà ne seront pas qualifiés. Enfin, le dimanche matin, un warm-up de 30 minutes a lieu et la course se tient le dimanche après-midi. Passons au line-up. « 1989 était la dernière année de certains comme René Arnoux qui tirait sa révérence. 7 victoires en Grand Prix pour les Isérois. Côté équipe, on peut citer le départ du team allemand Zack Speed. Mais regardons plus près la liste d'engagés pour ce début de saison 90. Commençons par l'équipe champion du monde des constructeurs McLaren. Le druide Gordon Murray a quitté la Formule 1 et un nouveau département technique se met en place sous la direction de Neil Otley. McLaren peut compter sur un moteur Honda très performant, mais a cependant beaucoup travaillé sur l'aérodynamique de la MP4 5B, la faiblesse de cette voiture. Malgré une intersaison très difficile, Ayrton Senna est bien présent pour aller chercher un deuxième titre mondial pour la plus grande joie de Ron Dennis. L'équipe McLaren va être apaisée en interne car l'Autrichien Gerhard Berger prend la place de Prost après 3 saisons très convaincantes chez Ferrari. Cela dit, son terrible accident d'Imola 89 semble avoir porté un coup à Berger qui affiche malgré tout son ambition de jouer le titre. Chez Ferrari, il y a en fait un échange. Prost prend la place de Berger. Le désormais triple champion du monde espère conquérir un 4e sacre et il arrive chez les Rouges avec un certain Steve Nichols qui était l'un des directeurs techniques de chez McLaren. John Barnard, qui a entre autres apporté la boîte de vitesse semi-automatique avec les palettes au volant, a fait ses bagages en laissant le soin à son successeur de terminer la 641. Prost joue le jeu des Rouges et se met à apprendre l'italien pour une meilleure compréhension. Chose dont les tifosi sont sensibles et cela peut déplaire à celui que l'on surnomme Il Leone. Le lion, Nigel Mansell, 2 victoires en 89 en rouge, le moustachu court toujours après son titre mondial qui ne cesse de lui échapper. 1986 et 1987 sont encore durs à avaler et la presse s'imagine déjà écrire des articles bouillants sur la collaboration entre ces deux pilotes qui ne s'apprécient guère. Mais pour le team principal, Cesare Fiorio, il s'agit du meilleur duo possible. Après avoir été dans le creux de la vague en 88 après la perte du moteur Honda, Williams a repris du poil de la bête en 89 avec le retour du moteur Renault. Les 2 victoires acquises l'année précédente boostent les ambitions de cette équipe qui veut jouer régulièrement devant. Mais Franck émet quelques doutes sur le Belge Thierry Boutsen, pourtant le pilote ayant remporté les 2 victoires de 89. Il attend de lui un meilleur niveau face au très expérimenté Riccardo Patrese, 3e du championnat l'an passé. L'Italien de 36 ans entame sa 14e saison de Formule 1 et espère retrouver le chemin de la victoire. Sa dernière remonte à 83. Depuis 1986, Benetton ne cesse de progresser. Victorieux avec Berger au Mexique dès sa première saison, la victoire est revenue du côté des Verts en 89 à Suzuka avec le très prometteur Alessandro Nannini. L'Italien s'affirme comme une belle carte d'avenir. Mais le plus gros point fort de cette équipe Benetton, c'est le patron Flavio Briatore qui a pris les rênes de cette équipe fin 88. Ce dernier a tout renégocié et est en train de faire passer ce fabricant de t-shirts au rang de top team de Formule 1. Il a débauché John Barnard de chez Ferrari et peut compter sur le talent de Rory Byrne, fidèle à l'équipe depuis le début de la lignée avec Toleman en 82. Le projet de Briatore semble séduire et Flavio a recruté chez Lotus le triple champion du monde Nelson Piquet. Beaucoup pensent le Carioca fini et dépassé, mais l'Italien a une idée pour remotiver le Brésilien de 37 ans. Nelson ne touchera pas de salaire, mais une prime de 50 000 $ pour chaque point marqué. Bref, attention à cette équipe Benetton qui peut s'affirmer comme une véritable menace pour les années à venir. Passons au milieu de grille avec Tyrrell qui court après la victoire depuis 83. Désormais relégué au milieu de grille, cette équipe a brillé par son nouveau pilote, Jean Alesi. L'Avignonnais a surpris tout le monde avec sa 4e place au Grand Prix de France 89 qui était sa toute première course en F1. Désormais champion de F3000, Jean espère décrocher ses premiers podiums en Formule 1.
La relève française est en marche. Tyrrell a réussi à négocier des moteurs Honda pour 91, ce qui explique la présence de Satoru Nakajima. Bon pilote, il en manque cependant un petit peu pour la Formule 1 et tentera de survivre à la vitesse de Jean Alesi. Brabham sort d'une histoire juridique très délicate qui a failli mettre en péril son existence. On en parlera dans une vidéo dédiée. Beaucoup d'impayés et des soucis financiers qui s'accumulent. Il faut donc trouver une solution et Bernie Ecclestone, ancien propriétaire, a convaincu Naoki Isao du groupe japonais Middlebridge d'investir chez Brabham. Tout n'est pas très clair dans cette affaire, mais Brabham sera bien au départ de la saison 90. Herbie Blash doit cependant aligner les voitures de 89 pilotées par Stefano Modena et Grigor Wojtek. Le Suisse n'a qu'un contrat pour 2 courses, mais pourrait rester plus longtemps, vu les finances qu'injecte son père dans l'écurie. Arrows semble toujours dans la même situation depuis des années, mais tente malgré tout de s'en sortir. Alan Rees et Jackie Oliver ont négocié un partenariat moteur avec Porsche pour 91, mais doivent pour le moment se contenter des Ford Cosworth. Arrows a également été racheté par le groupe japonais Footwork. Oliver et Rees peuvent donc compter sur l'expérience de Michele Alboreto et la fougue d'Alex Caffi, équipe à surveiller, sur le papier. Lotus n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'une des équipes les plus importantes de l'histoire de la F1 se retrouve dans un triste anonymat. Les Or ont réussi à récupérer Piquet après le départ de Senna, mais le passage du Carioca aurait pu être meilleur si l'on en croit les témoignages. De plus, la perte du moteur Honda fut un énorme coup dans l'aile, et Lotus se retrouve maintenant dans le ventre mou du peloton. Mais il y a malgré tout quelques bons points. Tony Rudd est parvenu à conserver le soutien de Kamel et un V12 Lamborghini se cache sous la carrosserie de la 102. Dans les bureaux, Lotus peut compter sur Frank Derny, ancien bras droit de Patrick Head chez Williams. Côté pilote, le solide Derek Warwick peut faire parler son expérience et le jeune Martin Donnelly va devoir confirmer les belles promesses. March est également un nom célèbre de la Formule 1, mais cette équipe cofondée par un certain Max Mosley a été rachetée par le groupe Leyton House. Elle peut compter sur le jeune ingénieur de talent Adrian Newey pour concevoir une voiture capable de jouer quelques points, avec à son volant Maurizio Gugelmin et Ivan Capelli. Plus loin sur la grille, on retrouve une écurie Ligier de plus en plus en difficulté. Pas de recrutement miracle et pas de finances exorbitantes pour l'écurie de Manicourt. Mais Guy Ligier entend bien faire de son mieux comme d'habitude. Cela dit, la paire de pilotes laisse songeur avec l'expérimenté Philippe Alliot qui revient chez les Bleus après un passage compliqué chez Larousse et à ses côtés le jeune Nicolas Larini qui n'a eu que des voitures jouant les préqualifications jusque-là. Parlons-en d'ailleurs de l'autre écurie française, Larousse. Alors, clarifions les choses dès à présent car Larousse est le nom de l'équipe, mais le constructeur, c'est Lola. Gérard s'est associé à un consortium japonais afin d'avoir des finances, ce qui explique le recrutement d'Aguri Suzuki. Larousse peut également compter sur Gérard Ducarouche pour la gestion de son équipe, et il espère également que le jeune Eric Bernard, entrevu en 89, sera une bonne carte pour l'avenir. Une équipe de fond de grille a cependant montré de belles choses en 89, il s'agit de Minardi. La nouvelle M190 débarquera à Imola et Giancarlo peut compter sur son fidèle Pierluigi Martini pour mener la charge en attendant 91 et l'arrivée des moteurs Ferrari qui laissent beaucoup d'espoir. Paolo Barilla rejoint à temps plein l'écurie de Faenza. Autre constructeur italien, Dallara, nom d'équipe Scuderia Italia. Quelques bonnes performances en 89 que Gianpaolo Dallara, rejoint par le Belge Christian Van der Plein, espère réitérer. Il pourra compter sur le très rapide Andrea De Cesaris, bien qu'il puisse être une carte empoisonnée, ainsi qu'Emanuele Pirro, souvent cantonné au rôle de réserviste qui va enfin pouvoir s'exprimer. Continuons notre descente de grille avec le fond de grille. Commençons par AGS, l'écurie d'Henri Julien. Arrivée en 86, cette équipe aurait pu sortir du fond de classement avec un petit peu plus de réussite et un peu plus de fidélité de la part des investisseurs. Cette sympathique équipe de Gonfaron dans le Var a en plus perdu leur fidèle pilote Philippe Streff aux essais du premier Grand Prix de la saison 89. Cette équipe a été reprise par Cyril de Rouvre qui s'avérera néfaste dans son petit monde de la F1. Cela dit, il confie AGS à l'expérimenté Hugues de Chonac et donc un peu d'espoir est permis. Les deux pilotes que sont Gabriele Tarquini et Yannick Dalmas sont talentueux et espèrent se qualifier le plus de fois possible. Ancien grand nom du groupe C, Walter Brun persiste avec son équipe Eurobrun. Walter se démène pour faire fonctionner son écurie, mais le manque de finances est toujours délicat à gérer. Sa liste de contacts est cependant un excellent atout, donc il y a un petit peu d'espoir. Il pourra compter sur le rapide et fin metteur au point Roberto Moreno. À ses côtés, le jeune italien Claudio Langes, simple figurant en F3000 mais important par les finances. Onyx a réussi l'exploit de monter sur le podium en 89 à Estoril avec Stefan Johansson. Cette équipe, soutenue par le particulier Jean-Pierre Van Rossem, peut nourrir beaucoup d'espoir, mais les problèmes de l'intersaison ne vont pas servir l'équipe. Van Rossem rachète les parts des autres actionnaires et donne les pleins pouvoirs à Alan Jenkins avant de perdre toute sa fortune lors du décès de sa femme. Rossem quitte Onyx, laissant derrière lui une dette de 6 millions de dollars et sera inculpé pour escroquerie. Jenkins a alors demandé de l'aide à Bernie Ecclestone pour sauver son équipe et il a été mis en relation avec le groupe japonais Middlebridge.
J'ai un drôle de sentiment de déjà-vu. Au final, Onyx a été sauvé par le non moins particulier Peter Monteverdi et Carl Wojtek, le père de Gregor. Donc peut-être que Brabham va devoir se trouver un autre pilote pour épauler Modena. Bref, c'est le bordel. Malgré un beau line-up, Stefan Johansson et JJ Leto, je vous conseille de bien profiter de la présence de cette équipe. Il nous reste encore 3 équipes qui ne sont malheureusement pas plus en verve que ces dernières que nous avons citées. Commençons par Rosella qui est toujours en Formule 1 malgré 10 ans de galère. L'association avec Fond Metal explique peut-être la survie de cette équipe qui n'engage plus qu'une voiture. Celle-ci est confiée aux mains du Toulousain Olivier Grouillard. Licencié par Guy Ligier malgré des performances honorables, Olivier va devoir se démener pour qualifier sa triste Osella. Après l'équipe d'Enzo Osella, parlons de celle d'Enzo Coloni. Équipe de référence en formule de promotion, Coloni s'est durement confronté à la réalité financière et technique de la F1. Sa survie ne tient qu'à un fil et ce dernier s'appelle Subaru. Ces derniers veulent concurrencer Honda et reprennent 51% de Coloni. Sur le papier, c'est beau, mais en réalité, les moyens de Subaru sont dérisoires comparés à Honda ou tout autre motoriste sérieux de la F1. Il n'y a plus qu'à fermer les yeux et à prier. Bertrand Gachot sera l'unique pilote de cette équipe. Enfin, dernière équipe de cette saison 90, j'ai nommé Life, l'une des pires de toutes. Né du projet Mornay First Racing, l'instigateur de ce dernier, Lamberto Leoni, a revendu ses châssis à un certain Ernesto Vita pour survivre en F3000. Ernesto est maintenant celui qui nous intéresse. Il se sert de cette base pour lancer son équipe de F1 qu'il nomme Life. Vita en italien, c'est Life en anglais. Vie. Gianni Marelli devient le directeur technique et se charge de mettre aux normes ses châssis en s'inspirant de la Benetton 89. Cette équipe dispose des soutiens de Agip, mais le plus surprenant dans tout ce projet bancal, c'est l'architecture du moteur, un W12 conçu par Franco Rocchi. Mais cette voiture est très lourde et semble peu performante. Elle passe avec surprise le crash test et cette L190 sera confiée à l'un des fils du triple champion du monde Jack Brabham, Gary. À voir ce que l'avenir leur réserve. Enfin, vous l'avez peut-être vu avec la présentation, il y a 2 manufacturiers de pneus. Goodyear, les favoris, les meilleurs pneus globalement, et Pirelli, qui parfois ne sont pas trop mal. La saison 1990 s'apprête à débuter le week-end du 11 mars à Phoenix, mais plusieurs problèmes se posent à l'aube de cette saison. Des problèmes concernant l'engagement d'Ayrton Senna, mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cette mise en bouche, ce préambule de cette saison 90 vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous invite à les suivre, à donner de l'amour avec l'Omega qui a fait la musique du générique ainsi que quelques autres musiques pour la série. Quant à moi, vous trouverez différents liens en description et je vous donne rendez-vous lundi prochain 21h en première sur YouTube pour l'épisode 01 de 1990, le bras de fer.